Enfin, un grand tabou a été brisé. Une menace qui a été évoquée par les autorités françaises pour geler les avoirs et les biens immobiliers et les avoirs financiers de 20 dirigeants algériens. Cette menace va être utilisée pour rappeler, calmer les ardeurs et faire donner une douche froide un petit peu aux dirigeants algériens, et que s'ils continuent à s'aventurer à embêter la France et à la menacer et à pratiquer une politique totalement hostile à ses intérêts, leurs biens et leurs avoirs et leurs comptes bancaires qui seront gelés en vertu d'une loi qui permet de geler directement et facilement les avoirs de certains dirigeants étrangers. Si on inclut les dirigeants algériens dans le scandale des biens mal acquis des dirigeants étrangers sur le territoire français, elle risque d'être explosive et elle risque de donner lieu à un feuilleton judiciaire extrêmement compliqué. C'est des empires en réalité de biens immobiliers. Vous savez, il y a combien de personnalités politiques, militaires et personnalités algériennes influentes qui ont des intérêts économiques et financiers et qui ont des biens immobiliers, des comptes bancaires ou des appartements ou des biens immobiliers, des maisons en France? Il y a 801 personnalités politiques et militaires algériennes, sans compter les militaires. Les militaires, on a du mal encore à les compter parce qu'il y a des généraux à la retraite et des généraux et des colonels à la retraite, etc. Enfin, un grand tabou a été brisé. Pas totalement brisé, puisqu'on parle aujourd'hui en France d'une menace qui a été évoquée par les autorités françaises pour geler les avoirs et les biens immobiliers et les avoirs financiers de 20 dirigeants algériens qui occupent des fonctions au plus haut sommet de l'État français. Cette menace va être utilisée pour rappeler, calmer les ardeurs et faire donner une douche froide un petit peu aux dirigeants algériens qui seraient tentés de continuer leur politique anti-française. La France serait obligée, face à ces comportements hostiles, de rappeler à ces dirigeants algériens qu'ils ont des biens, ils ont des comptes bancaires en France, ils ont des biens immobiliers, ils ont des intérêts financiers et des intérêts économiques, et que s'ils continuent à s'aventurer à embêter la France et à la menacer et à pratiquer une politique totalement hostile à ses intérêts, la France sera obligée de se défendre en annonçant directement une liste de leurs biens et leurs avoirs et leurs comptes bancaires qui seront gelés en vertu d'une loi qui existe depuis, qui a été élaborée depuis fin juillet 2024 et qui permet de geler directement et facilement les avoirs de certains dirigeants étrangers qui travaillent ou qui sont coupables ou qui sont impliqués dans des actes d'ingérence étrangère. Il faut savoir qu'en France, il y a des dispositifs et des lois qui luttent contre la corruption et le blanchiment d'argent, et qui ont été utilisés, par exemple, dans les affaires de biens mal acquis de plusieurs dirigeants étrangers, notamment des dirigeants de la Guinée équatoriale, de la Congo-Brazzaville, du Gabon, un ancien cousin au Bachar al-Assad en Syrie, surtout la Guinée équatoriale, où le fils du président de la République de Guinée équatoriale a été condamné, il y a de cela pas longtemps, par exemple, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, qui a été condamné jusqu'en février 2020. L'affaire a duré pendant plusieurs années, 2015 à 2020 pratiquement, et qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis en 2020 pour ses biens mal acquis, des voitures de luxe, des appartements de luxe, des maisons de luxe ont été acquis en France par de l'argent provenant directement du détournement de fonds des richesses nationales de la Guinée équatoriale. Mais la France ne veut pas utiliser le cadre législatif le cadre législatif et réglementaire de la lutte contre les biens mal acquis, contre les dirigeants algériens. Ça veut dire qu'elle ne veut pas juger les dirigeants algériens pour blanchiment d'argent, pour corruption, pour transfert illicite de devises. En fait, en France, l'affaire des biens mal acquis, elle risque d'être explosive si on inclut les dirigeants algériens dans le scandale des biens mal acquis des dirigeants étrangers sur le territoire français. Elle risque d'être explosive et elle risque de donner lieu à un feuilleton judiciaire extrêmement compliqué à gérer pour la justice française. Pourquoi? Parce que contrairement aux dirigeants africains, les dirigeants algériens sont beaucoup plus nombreux à posséder des biens et à avoir des intérêts, à développer des intérêts économiques, des intérêts financiers en Algérie. Les dirigeants algériens, c'est pas comme le Congo-Brazzaville, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon. C'est des intérêts financiers beaucoup plus importants et c'est des biens et c'est des empires en réalité de biens immobiliers. Pourquoi? Je vous explique. Alors, les juges français, s'ils veulent juger
les autorités judiciaires françaises, si elles veulent mettre en examen les dirigeants algériens qui possèdent des biens en France, ils devraient d'abord démontrer qu'il y a un détournement de fonds publics, qu'il y a eu du blanchiment d'argent, qu'il y a eu de la corruption. Ce sont des enquêtes judiciaires qui prennent beaucoup de temps. Et il faut prendre dossier par dossier. Ce qui nécessite des investigations qui prennent énormément de temps, encore une fois. Et dans chaque investigation, il faut faire des convocations, il faut organiser des procès, il faut faire des commissions rogatoires, il faut demander à ces dirigeants algériens, ils vont avoir des avocats, ils vont essayer de contrecarrer, faire des recours pour ralentir les procédures. Donc, ça va être extrêmement long. Mais vraiment très très long. Ce n'est pas évident. Par contre, la loi de juillet 2024 à fin juillet 2024, dont nous avons parlé tout à l'heure dans notre émission, elle ne parle pas de corruption, elle ne parle pas de blanchiment d'argent, elle parle de lutte contre les actes d'ingérence étrangère. Et dans la loi française, il y a une définition, la loi de l'article L 562-1 qui est entré en vigueur le 25 juillet 2024, il explique qu'il permet aux autorités françaises, notamment au ministère de l'économie et de l'intérieur, de sanctionner les dirigeants, les personnalités étrangères coupables d'actes d'ingérence. Un acte d'ingérence en France est défini dans la loi française comme étant un agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour but ou pour objet ou pour effet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc, c'est cette loi que la France voudrait utiliser, selon les révélations qui ont été faites jusque-là, contre les dignitaires du régime algérien pour les empêcher d'utiliser leur propriété immobilière ou leurs biens ou d'utiliser leur compte bancaire pour une période de 6 mois renouvelable. Mais ce n'est pas comme l'affaire des biens mal acquis, c'est-à-dire ce ne sera pas des procès ou des poursuites judiciaires pour corruption, pour blanchiment d'argent, pour recel, pour financement d'activités immobilières ou économiques en France par des fonds illicites provenant de l'étranger, par des fonds publics illicites, par des détournements de fonds publics depuis l'étranger ou dépendent d'un État étranger. Ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre plus important. Avec le Gabon, le Congo-Brazzaville ou la Guinée équatoriale, c'est la famille, c'est souvent, c'est le président, le dictateur, ses cousins, ses enfants et sa famille proche. C'est-à-dire, c'est une dizaine de personnes, pas plus de personnes. Donc les enquêtes judiciaires des autorités françaises sont plus faciles. Mais en France, vous savez, il y a combien de personnalités politiques, militaires et personnalités algériennes influentes qui ont des intérêts économiques et financiers et qui ont des biens immobiliers ou qui ont investi par le passé ou qui détiennent encore dans le présent des comptes bancaires ou des appartements ou des biens immobiliers et des maisons en France. Il y a 801 personnalités politiques et militaires algériennes. 801. C'est énorme. Et ça n'inclut pas les entrepreneurs et les milliardaires privés. Parce qu'il y a des milliardaires et des hommes d'affaires algériens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne sont pas inclus dans ces 801. On parle de 801 membres de la nomenclatura algérienne qui ont des intérêts financiers en France et qui viennent en France régulièrement. Et ça, sans compter les militaires, plutôt. Voilà. Sans compter les militaires. Les militaires, on a du mal encore à les compter parce qu'il y a des généraux à la retraite, et des généraux et des colonels à la retraite, etc., qui se sont enrichis, qui s'enrichissent, etc., et qui ont du mal encore dont on a du mal encore à identifier, à les identifier avec beaucoup de précision, à identifier leur fortune en France. 801 membres de la nomenclature algérienne. Vous imaginez, ça n'a rien à... C'est l'ensemble de tous les dirigeants de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du régime syrien, de la Tunisie, de Ben Ali, tous les toutes les personnes, tous les individus accusés, tout le nombre des dossiers collectés par le moment par la justice française dans le cadre des affaires, du scandale des biens mal acquis, n'arrive même pas à 100 personnes. Là, on a 801. C'est la justice française doit enquêter sur 801 dirigeants algériens, militaires, en civil, et des hommes d'affaires qui n'ont pas occupé de fonction, mais qui ont été utilisés comme des prête-noms ou des machines à laver par les autorités algériennes, ou comme ils ont été utilisés comme des, comment dirais-je, ils ont été utilisés
des passerelles ou comme des tirelires par des hauts responsables du pouvoir algérien pour investir en France. Parce que les mécanismes du détournement de fonds et de l'argent public en Algérie pour alimenter des patrimoines et pour constituer des patrimoines immobiliers financiers en France et en Europe en général et à l'étranger en général, c'est des mécanismes beaucoup plus complexes que par rapport aux mécanismes utilisés par les dictateurs africains. Les dictateurs africains, ils s'affichent directement. T'as la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo-Brazzaville, et ils achètent directement des biens immobiliers avec leur nom, avec le nom de leurs enfants. Ils s'affichent. C'est-à-dire, ils recourent pas à des montages très complexes. Les dirigeants algériens sont beaucoup plus malins parce qu'ils sont beaucoup plus mafieux, parce qu'ils sont beaucoup plus rusés. Ils s'affichent pas avec leur nom directement. Beaucoup de biens possédés en France, beaucoup de commerces, beaucoup d'actions dans les entreprises françaises, beaucoup de voitures, beaucoup de biens immobiliers, de comptes bancaires appartiennent indirectement à des dirigeants algériens, ou par le biais de leurs parents, pas par leurs enfants, leurs filles. Aux enfants, ça peut être leur beau-frère, leur belle-fille, etc. Ou par le biais de prêtements, ou par le biais d'hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires algériens qui achètent des appartements en leur nom, mais qui les attribuent, qui les offrent par la suite aux enfants des généraux, aux enfants des ministres, aux proches du président, etc., pour qu'ils soient utilisés. Mais quand on fait des enquêtes, l'appartement n'appartient pas au fils du président ou du général ou du ministre, il appartient à un homme d'affaires qui l'a utilisé. Souvent, ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui ont la double nationalité. Ce sont aussi des Français, pas uniquement des Algériens. Donc il y a beaucoup de mécanismes très sournois. C'est rare, c'est devenu rare depuis l'avènement, il faut dire la vérité, depuis le développement d'Internet et des réseaux sociaux, et depuis le développement d'une certaine pratique du journalisme d'investigation. Algérie part en 2017, un peu Maghreb émergent. Et puis il y a eu la presse internationale qui s'intéresse de plus en plus à l'Algérie. Les dirigeants algériens prennent des précautions. Ils savent très bien qu'en France, quand on achète un appartement, il y a des actes immobiliers, les statuts, les actes des entreprises sont publiables, ils sont accessibles. Les actes de registre les tribunaux de commerce en France publient les actes, publient les registres de commerce, publient les statuts, l'identité des actionnaires. Tout doit être transparent. Le dépôt des bilans, le dépôt des actes constitutifs des sociétés, le dépôt des actes notariés, tout est transparent. Donc, les dirigeants algériens, de premier rang, ceux qui volent beaucoup, ceux qui ont beaucoup de patrimoine, beaucoup d'argent à l'étranger, notamment en France, ils recourent à des nouveaux mécanismes. Ils affichent pas leur identité directement. Ils utilisent des prête-noms, ils utilisent des intermédiaires, ils utilisent leurs parents, qui ne portent pas souvent leur nom, ou leur même nom de famille, des parents lointains. Donc, mais les autorités françaises, les services secrets français le savent. Nous, on le sait. Moi, je suis journaliste français, je suis journaliste algérien établi en France, je le sais. Mes confrères français le savent. Les services secrets, les autorités françaises le savent aussi. Quand vous avez quelqu'un qui, du jour au lendemain, il était vendeur de chaussures, ou là, il était un simple commerçant à Alger ou là à Oran, ou là il était un simple cordonnier, ou là il était une simple supérette à Alger ou là à Tizi Ouzou, et du jour au lendemain il a 3-4 appartements à Paris ou là à Bordeaux, dans les grandes villes françaises, ça veut dire qu'il y a derrière quelque chose. Il est utilisé régulièrement comme une machine à laver. On appelle ça la technique de la machine à laver, c'est-à-dire qu'on utilise une activité légale pour blanchir de l'argent sale qui vient d'activités illégales, notamment le détournement d'argent public ou le détournement d'argent public qui viendrait des caisses d'un État étranger, le financement public d'un État étranger. C'est de l'argent public détourné en Algérie qui est blanchi par un entrepreneur privé à partir d'une activité en France, et ça permet d'acheter des biens immobiliers ou d'avoir des comptes bancaires en France. Donc c'est très important de comprendre que les autorités françaises, si elles ouvrent le dossier des biens mal acquis de la nomenclature algérienne, ça va être une bombe. Les tribunaux algériens, les tribunaux français, excusez-moi, seront saturés. Il faudra des longues années d'investigation, tellement la mafia algérienne, elle est structurée, elle est habile, et la mafia algérienne, la mafia politico-financière algérienne, elle connaît très très bien la France, elle connaît les lois françaises, elle connaît les vides juridiques, elle connaît les failles de dispositifs juridiques français, parce que quand tu utilises par exemple quelqu'un qui a la double nationalité, tu peux pas saisir si bien.
aussi facilement parce qu'il y a la nationalité française. Tu ne peux pas priver ses biens aussi facilement. Tu ne peux pas demander son extradition. Donc la justice française est obligée d'enquêter, d'investiguer. Et on en parlera après. Il y a malheureusement aussi, au niveau français, une certaine complicité. Il y a une complicité avérée de la part de la France pendant des années. Moi, je le dis, beaucoup d'opposants algériens le disent, beaucoup de journalistes et d'intellectuels algériens le disent. La France a laissé faire des dirigeants algériens qui ont pris de l'argent en Algérie pour voler, en volant de l'argent en Algérie. Ils se sont offerts des appartements de luxe, ils se sont offerts des biens immobiliers, des comptes bancaires ici en France. Ça, il y a une complicité, on en parlera plus tard. Mais pour le moment, retenez un chiffre impressionnant. 801 membres de la nomenclatura, 801 membres de la classe dirigeante algérienne ont des intérêts financiers en France. À travers ou des biens immobiliers, ou des comptes bancaires, ou des commerces, ou des entreprises, ou des participations des activités économiques. 801, c'est énorme. C'est pour ça que les autorités françaises, si elles veulent affaiblir le régime algérien, si elles veulent le déstabiliser, elles ne peuvent pas recourir à la voie judiciaire. Ça prendra des années pour judiciariser tous ces dossiers, lancer des enquêtes, et les identifier, démanteler les complicités, identifier tous les biens, tenter de les saisir. C'est pour ça que les autorités françaises ont préféré utiliser une autre loi, celle de fin juillet 2024, qui criminalise et qui lutte, qui permet de geler les avoirs des personnalités étrangères responsables ou impliquées dans des actes d'ingérence étrangère hostiles aux intérêts fondamentaux de la nation. Cette loi a été faite pour se prémunir contre l'influence malsaine et le lobbying russe en France. Et elle va être utilisée contre le lobbying et l'influence malsaine et hostile des lobbies du régime algérien en France. Donc c'est cette loi qui va être utilisée. Sur le plan juridique, les biens mal acquis des dirigeants algériens, le jour où la justice française va ouvrir ce dossier, je peux vous assurer qu'il faudra créer une juridiction à part. Il faudra créer un tribunal spécifiquement dédié à cette affaire, tellement les dossiers sont nombreux. 801 personnalités, ça veut dire 801 biens, pas 800, minimum 801 biens, 801 comptes bancaires, 801 commerces, 801 entreprises, 801 biens immobiliers. C'est un énorme travail qui attend les juges français et cela soulèvera bien sûr une interrogation qui est aussi vieille que l'histoire complexe des relations algéro-françaises. Pourquoi la France a laissé faire pendant des années l'enrichissement des dirigeants algériens sur son propre territoire. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.